Serait-il une évidence de tourner autour de la question sur les dialogues? Avons-nous besoin du dialogue ou bien de la cohésion nationale? Cela profitera à quoi pour mener à bien les résolutions concernant notre pays? Et que veut Martin Fayulu face à ça? Doit-on dire qu'il s'agit d'un partage de postes? Affaire évasion des prisonniers à la prison centrale de Makala. L'on constate des appels internationaux pour une enquête indépendante mais également transparente. L'on constate aussi les réactions internationales qui se multiplient du jour au lendemain. À l'heure où nous sommes, doit-on primer les réactions des tristesses ou soit recourir rapidement aux enquêtes? Et comment est-ce que cela doit se faire? Nous allons également parler du bilan de 100 premiers jours du gouvernement souminois. Qu'est-ce qui a été fait de concret jusque-là et qu'est-ce qui doit normalement se faire rapidement? C'est autour de ces questions que nous allons centrer l'émission Interface de ce 5 septembre 2024 qui reçoit pour vous un analyste politique que je salue ici présent, Monsieur Fidèle Bonso. Bonjour, Monsieur Fidèle Bonso. Bonjour, et Madame. Bienvenue. Bonjour, Madame Sarah. Ça fait un bail que je n'ai pas été convié de prendre part à notre excellentissime émission très suivie. J'ai dit merci beaucoup à la chaîne CML 13, à vous, Madame Sarah, et à toute l'équipe, tous les caméramans qui sont derrière les caméras. Merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Fidèle Bonson, puisque nous allons commencer avec cette thématique qui tourne autour de cette question sur le dialogue, mais également la cohésion nationale. Vous, en tant qu'analyste politique, que avez-vous compris par rapport à cette affaire du dialogue? Merci beaucoup, Madame. Vous me permettrez peut-être, avant de répondre à cette question, de plébisciter un homme, une personne qui est en train de faire du travail, mais dans l'ombre. Je ne sais pas si on peut l'appeler un héros dans l'ombre. L'excellence Grégoire Mouchaïl Moutombe, qui est ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui est en train d'abattre un travail de qualité au sein du ministère de l'Agriculture. Malheureusement, toutes les actions qu'il est en train de mener, qui sont restées jusqu'à ce jour méconnues dans l'opinion publique, faute d'une équipe forte de communication. Quelles sont ces actions qu'il a eu à mener je suis en train d'y arriver. Le ministre de l'Agriculture actuel étant d'abord, on doit le souligner, un homme, un ingénieur agronome de formation qui a fait toute sa vie, toute sa carrière au sein du ministère. Il a gravé tous les échelons jusqu'à devenir aujourd'hui ministre de tutelle. Il est en train d'implémenter des grandes réformes qui vont, dans les jours à venir, permettre à ce que la République puisse décoller sur les plans agricoles et qu'on ne puisse plus dépendre de l'extérieur en ce qui concerne les denrées alimentaires telles que la farine de maïs, le riz et j'en passe. Et à l'heure où nous parlons, le ministre de l'Agriculture venait d'octroyer aux étudiants plus de 5000 hectares pour répondre aux besoins de leur projet qu'ils appellent un étudiant pour un hectare. Il est descendu dans les Kasaï pour relancer le parc ou la grande ferme de production du riz qu'on appelle un Kwadi et beaucoup d'autres projets, peut-être qu'on n'a pas le temps de citer ici. Maintenant où nous parlons, il est en Chine où il a signé un protocole d'accord avec son homologue chinois. Et à l'issue de cet accord, il ressort que les Chinois doivent venir ici, chez nous au pays, pour commencer à exporter certains produits tels que les avocats, les ananas. Nos produits à nous. Nos produits à nous au pays, les piments et beaucoup d'autres produits
Et madame, je pense que ça c'est une action que nous devons beaucoup féliciter parce que si les Chinois commencent à exporter ces produits, ici chez nous, vous savez, les avocats pourrissent même sur les arbres de chez nous à l'Est là. Un avocat coûte 50 francs. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans l'Est pour vivre cela. Un avocat, 50 francs. On peut vous donner tout un panier de piments à 50 ou à 100 francs. Maintenant, si les Chinois pouvaient commencer à exporter ces denrées vers la Chine, je pense qu'il y a beaucoup de réserves qui vont revenir au pays et c'est la République qui va gagner. Mais ce que je tiens à souligner ici, c'est que le ministre de l'Agriculture manque les moyens de sa politique. Vous savez, le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère technique qui demande assez de moyens, assez d'énergie. Maintenant, pour que le ministre parvienne à implémenter, à impulser la politique qu'il est en train de mettre sur pied pour que le ministère décolle, surtout tenant compte de la vision du président de la République qui tient à ce que la revanche du sol doit primer sur les sous-sols. Donc, on ne doit plus seulement compter sur les minéraux, mais aussi on doit compter sur la production agricole. D'où notre appel pathétique au gouvernement souminois, au ministre du Budget et au ministre des Finances. Nous voulons qu'ils appuient les grandes actions, les grandes réformes animées par les ministres d'État à l'agriculture, l'ingénieur Grégoire Mouchaïl, qui est en train de vouloir sauver le gouvernement souminois. Je pense que dans les jours qui viennent, s'il parvient à asseoir une bonne équipe de communication, il sera le premier ministre, le premier des ministres qui aura une cote largement positive par rapport aux actions qu'il est en train d'implémenter au sein du ministère de l'Agriculture. Alors vous pensez qu'en comptant sur notre production agricole, on ne fera plus allusion aux importations parce qu'apparemment notre pays est fort du côté importation? Merci beaucoup madame de la question. En fait, madame, c'est une honte si notre pays peut arriver à importer des denrées comme les riz, comme la farine de maïs, et les poissons, chinchard. Est-ce que vous savez que des poissons pourrissent dans les lacs Albert? Tu sais que le lac Albert, c'est le lac le plus poissonneux dans notre pays. Les poissons pourrissent de vieillesse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de nouvelles techniques de pêche. Les nouvelles techniques de pêche, de la pêche industrialisée. On nous a chanté ici dans le gouvernement Samaloukonde que non, il y avait des bateaux de pêche qui devaient venir et ces bateaux devaient résorber les problèmes de famine en ce qui concerne les poissons. On ne devait plus importer des poissons de la Zambie et ailleurs. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu ça. Donc, je disais que l'agriculture, madame, si la Chine, le Japon, la Corée se sont développés, ils ont d'abord réussi à asseoir le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère qui devait être financé au moins à 30 à 40% du budget national. Mais je vous informe, madame, que le budget alloué au ministère de l'Agriculture, budget annuel, c'est 3% du budget national. Et ces 3%-là ne sont pas décaissés. Le ministre de l'Agriculture, même maintenant où je vous parle, il n'a pas de frais de fonctionnement de son cabinet. Depuis qu'il est là 3 mois, aucun frais qui lui est déjà déposé pour que son cabinet fonctionne. Avec cette façon de faire les choses, est-ce que le ministre c'est un magicien, c'est un sorcier pour qu'il puisse rêver, qu'il puisse travailler avec la main, ou il faut des moyens conséquents, des moyens qu'il faut pour que la politique qu'il est en train de mettre sur pied puisse démarrer. D'où, madame, ça fait la honte qu'on importe des produits de première nécessité, alors que chez nous ici, nous avons plus de 80 millions de terres arables qui ne sont pas exploitées. Mais qu'est-ce qu'on manque? On manque les financements pour qu'on achète les engins, pour qu'on paye la main d'œuvre, afin que l'agriculture puisse décoller. Sinon, madame, nous, avec la capacité que nous avons dans ces pays, on devait exporter les riz dans des pays... Mais à ce niveau, monsieur Fidèle, à ce niveau, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un problème d'homme ou... Problème d'homme, non, problème de volonté politique. Il y a des ministres qui veulent l'échec des autres. C'est-à-dire, ils bloquent les financements afin que les autres ne soient pas entendus dans l'opinion. Le ministre peut engager les crédits de son ministère. Mais on peut avoir de la volonté, mais on n'a pas une personne compétente pour le faire. Pour le cas ici, on a une personne compétente. Le ministre de l'Agriculture actuel, je vous rappelle que c'est un ingénieur de formation. Toute sa vie, il était dans les champs. Il était
dans les services du ministère de l'Agriculture comme un des éminents directeurs dans un des programmes du ministère. Donc c'est quelqu'un qui a la maîtrise, qui connaît les enjeux, qui connaît les contours pour faire décoller, pour faire développer le ministère de l'Agriculture. Mais tout ce qui lui manque actuellement, et ce que nous sommes en train de demander, c'est qu'on mette à sa disposition des moyens pour lui faciliter la politique qu'il est en train de mettre sur pied. Afin qu'on produise, vous savez que le maïs c'est 3 mois, madame. Si on a de l'argent, on lui donne assez de moyens, on peut cultiver beaucoup d'espace, et dans 3 mois, on a des maïs qu'on pouvait même parvenir à exporter dans les pays étrangers. Les riz, n'en parlons pas. Les maniocs, n'en parlons pas. Les poissons, n'en parlons pas. Donc, madame, nous sommes en train d'appeler le président de la République, madame la première ministre, avec tout son gouvernement, de se souder la main dans la main, afin que le ministère de l'Agriculture puisse décoller, puisse démarrer. Il faut qu'on cesse de mettre beaucoup de moyens dans des ministères qui ne produisent rien, comme le sport et autres. On met beaucoup de moyens. Pourquoi ne pas investir plus dans l'agriculture? On ne dit pas qu'on abandonne le sport. Non, non. On ne dit pas qu'on abandonne d'autres secteurs, mais que le ministère de l'Agriculture soit, comme le président de la République ne cesse de le dire, la priorité des priorités. Comment cette politique du président de la République, qui consiste à faire la revanche du sol sur le sous-sol, peut réussir s'il n'y a pas de moyens qu'on dote à l'animateur du ministère de l'Agriculture afin qu'il puisse impulser la politique du développement du secteur agricole. Donc, madame, avec tout le respect, je formule encore cette demande au gouvernement de la première ministre, madame Souminois, qu'elle puisse vraiment donner des injonctions fermes au ministre des Finances, au ministre du Budget, pour que cette fois-ci, les 3% là alloués au ministère de l'Agriculture soient réellement défalqués, soient réellement décaissés, afin qu'on mette ça à la disposition du ministre, pour que celui-ci achète des engins, pour que celui-ci parvienne à mettre sur pied la politique qu'il est en train de mettre en place, pour que le ministère de l'Agriculture, pour que le secteur agricole puisse connaître un essor assez considérable. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle. On signale que c'était une parenthèse assez importante et ça valait vraiment la peine de pouvoir éclaircir. Vous savez, il y a beaucoup de ministres, madame, je ne vous interromps pas, il y a beaucoup de ministres qui travaillent, mais peut-être on va y revenir parce que je vous ai suivi parler dans la thématique à développer du budget premiers 100 jours de Madame Souminois. Mais il y a des ministres qui travaillent et qui ne font pas du populisme. Parce qu'il y en a d'autres qui... On va en parler, voilà, on va y revenir. Alors, pour rapidement revenir à notre première thématique, Monsieur Fidèle, quelle analyse faites-vous par rapport à cette affaire du dialogue et de la cohésion nationale qui apparemment fait du bruit? Bon, madame, d'abord, à l'Africain, nous devons savoir que les dialogues, c'est quelque chose qu'on doit encourager. Depuis des décennies, depuis la nuit des temps, nos aïeux, nos arrière-grands-pères, je me rappelle quand nous étions des enfants, lorsqu'il y avait palabre entre deux familles, entre deux personnes, avant d'aller même en justice, on devait... Chez nous, on appelait ça, on devait amener l'affaire dans la barza. C'est-à-dire, on appelle les anciens, on appelle les sages du quartier, on se met autour d'une table, autour du feu, on commence à discuter autour du problème et à l'issue de quels échanges on pouvait trouver la solution et on fait payer des amendes à celui qui est trouvé comme coupable ou comme... celui qui a causé les torts ou qui a provoqué la partie adverse. Donc, pour moi, en tant qu'analyste politique, le dialogue, madame, est à encourager. À encourager, pourquoi? Parce que les armes, le bruit des bottes, le bruit des armes ne peuvent jamais mettre fin à la guerre. Pour que les hostilités que nous vivons à l'Est puissent vraiment prendre fin, il faut qu'il y ait un dialogue. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Dialogue avec qui? Parce qu'il y a des gens qui se présentent à l'avant-plan comme les demandeurs de ces dialogues. Pourtant, peut-être ils ne sont même pas concernés par ces dialogues-là. Moi, je pense que,
Martin Fayoulou et les autres opposants qui sont dans la dynamique du dialogue, ils sont à féliciter. Mais nous refusons que ce dialogue soit un dialogue pour se partager les pouvoirs. Que ce soit un dialogue où on doit se dire droit dans les yeux de certaines vérités. Et c'est soudé, main dans la main, l'opposition armée, l'opposition non armée, les gouvernements. Nous voulons à ce que toutes ces trois parties puissent se mettre ensemble, afin qu'on puisse étudier en profondeur la question qui est en train d'émailler l'insécurité à l'Est, qui est en train de causer des morts jours et nuits, d'où la nécessité du dialogue. Je trouve le dialogue est important. Mais on ne doit pas écarter l'opposition armée. Donc les Nanga doivent être consultés. Les gens du M23 doivent être aussi consultés. Les écarter, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à cibler très bien la partie qui est vraiment visée par les dialogues là. Parce que Martin Fayoulou ne tue pas les gens ici. Katumbi ne tue pas les gens. Et Kabila ne tue pas les gens. Donc, les gens qui sèment désolation et terreur, ce sont ceux-là qui sont dans l'opposition armée que nous décourageons avec véhémence. Parce que même s'il y a des frustrations, même s'il y a des points où l'on ne s'entend pas, on ne peut pas prendre des armes contre son pays, contre son peuple. Nous décourageons cela. Mais en ce qui concerne la question du dialogue, nous demandons au président de la République, nous lui suggérons, c'est un conseil à prendre ou à laisser, de ne pas écarter l'opposition armée. C'est-à-dire ceux qui ont pris les armes, qu'on ait au moins le temps de les écouter, qu'on comprenne ce que leur desiderata, qu'est-ce qu'ils veulent finalement, à quoi est-ce qu'ils veulent aboutir. Mais dire qu'on va négocier avec Paul Kagame et non avec les gens qui ont pris les armes, moi je pense que ce n'est pas une bonne politique à mon avis. Et ça, je pense que ce sont des mauvais conseillers, des gens qui n'aiment pas le président de la République, qui sont en train de lui chuchoter aux oreilles pour lui dire excellence, voilà, si vous négociez avec les M23, vous allez vous rabaisser, non, le président de la République est père des familles. Et un père n'écarte pas les enfants, même l'enfant le plus difficile. Le père doit parvenir à faire quoi? À les ramener dans la case, à les ramener autour du feu, pour amener l'enfant au bon sens, au bon sentiment. Voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne le dialogue. Oui, Monsieur Fidèle, vous avez dit que le dialogue était une chose à encourager. Mais ne pensez-vous pas que le dialogue est encourageant tout simplement parce que les personnes qui n'ont pas eu à avoir des postes veulent en profiter? Est-ce que ce n'est pas une affaire, est-ce que ce n'est pas parce que c'est une affaire de distribution de postes? Madame, ce pays nous appartient à nous tous. Même si c'est un problème de postes. Mais est-ce que c'est de Vous cette savez façon, pourquoi est-ce que c'est de cette façon on décourage cette manière-là? On décourage vraiment avec la toute dernière énergie cette façon-là de prendre les armes contre notre République. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, mais ils ne se décident pas d'aller prendre les armes contre les pays. Ça vraiment on décourage, vraiment nous décourageons cette histoire-là de la prise des armes pour combattre notre pays. On décourage. Mais néanmoins que cela est arrivé, madame, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on se mette autour d'une table, qu'on comprenne, qu'on entende les desiderata des uns et des autres. Nanga, toi tu veux quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre les armes? Dis, d'ici moi, le chef de patron du M23, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre les armes? Dis, Fayoulou, pourquoi le président de la République, vous n'avez aucun respect pour lui? Dis, Katumbi, ainsi de suite. Et autour de la table, madame, on doit parvenir à trouver un consensus, et lequel consensus va aider à ce que la paix revienne à l'Est. Madame, vous êtes à qui ne vous blaguez avec ce qui se passe à l'Est? À l'Est, les gens meurent. Demandez au DG, je l'ai suivi récemment, je crois, dans l'une des interventions, je crois il est passé par là. Vous allez sentir que les gens souffrent à l'Est et vous n'avez pas d'idée. Les gens meurent de faim. La production, les gens ne produisent plus. Je vous informe que les territoires là qui sont occupés, ce sont des territoires qui nourrissaient la province du Sud Kivu, la province du Maniema, Kinshasa, la capitale ici. Et actuellement, toutes les denrées sont revues
à la hausse, les prix sont revus sensiblement à la hausse. Pourquoi? Parce que à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo, c'est le territoire le plus productif des pommes de terre que nous consommons ici. Maintenant que les gens sont en déplacement, sont en fuite, qui va produire? Les haricots que nous consommons ici viennent de là. Maintenant que les gens sont en fuite, qui vont produire? Moi, je pense, madame, les gens qui consomment le président de la République, qui doit engager l'option des armes, des crépitements des balles, ce n'est pas une bonne option. Parce que c'est toujours la population qui va en pâtir. Prenez le cas de l'Ukraine et la Russie. Depuis qu'ils ont commencé la guerre, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Prenez Israël et les Hamas. Depuis qu'ils ont commencé, ni vainqueur ni vaincu. Prenons le M23. Depuis qu'ils ont contrôlé Bunagana, ils sont allés jusqu'à occuper d'autres cités. Aujourd'hui, ils sont dans les Lubero, dans tous les Massissi, à Kichanga. Le gouvernement est en train de perdre. Est-ce que vous savez combien de millions de dollars que le gouvernement perd à partir de la cité frontalière de Bunagana? C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bunagana est incontrôlé par les pouvoirs en place. Plus de 3-4 territoires contrôlés par les rebelles, madame. Moi, je pense que ces dialogues, nous les saluons. Mais qu'ils ne soient pas seulement focalisés sur les partages de pouvoir. Que ce soit un dialogue qui a comme objectif principal la résolution de la paix. Que la paix revienne, que tous ces déplacés qui sont confinés à Mugunga, dans la ville de Goma et dans les périphéries, que ces déplacés reviennent chez eux pour reprendre les travaux champêtres. Vous pensez vraiment qu'en faisant le dialogue, on aura finalement cette paix et que les résultats finaux de ce dialogue va recourir vraiment à la paix? Madame, je crois que ça peut, tant soit peu, soulager la population. Si Kabila a fait 18 ans au pouvoir, c'est parce qu'il était un homme qui savait... Mais on a eu aussi le dialogue à l'époque de Kabila. Mais c'est ça que je suis en train de dire, madame. Si Kabila a fait 18 ans au pouvoir, c'est parce qu'il savait mettre à table les CNDP. Tu sais qu'avant, les M23, c'était les CNDP. Les CNDP avaient déjà conquis même la ville de Bukavu. Mais autour d'un dialogue, il y a eu des résolutions qui sont assorties de ces dialogues. Et les CNDP avec Laurent Kunda ont pris la poudre d'escampette. Les M23, en 2013, en cette période, moi je suis dans la ville de Goma. Les M23 ont pris la ville de Goma, ont pris le contrôle de la ville de Goma. Les militaires ont fui, les autorités politico-administratives ont fui. Kabila, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Avec la communauté internationale, on est allé à Kampala, ils ont fait un mini-sommet là-bas, un petit dialogue. Les M23 eux-mêmes se sont retirés. Jusqu'en 2019, quand Kabila a cédé le pouvoir, les M23 n'étaient plus d'actualité dans ces pays, madame. Pour dire que les dialogues, pourquoi les gens d'abord prennent les armes? Pourquoi d'abord il y a les Fayoulou, il y a les Katumbi, il y a les Kabila? Pourquoi il y a l'opposition? Parce qu'il y a des frustrations. On ne doit pas se voiler la face, madame, pour le dire. Pourquoi Kabila FCC cache? C'est parce qu'il y a eu des frustrations. Pourquoi Katumbi a quitté l'Union sacrée? C'est parce qu'il y a eu des frustrations. Pourquoi Fayoulou et les autres ne veulent pas coaliser avec Tshisekedi? C'est parce qu'il y a des frustrations. Nanga ici, nous avons suivi à l'époque Kabouya qui disait que Nanga est frustré, c'est pourquoi il est parti, on lui a ravi ses carrés miniers, et comme pour s'exprimer, voilà, il est allé faire une opposition armée. On décourage cette manière de Nanga de voir les choses. Il pouvait toujours continuer à revendiquer ses carrés miniers, étant toujours au pays, étant toujours dans les institutions. Ayant été une grande personnalité dans ce pays qui a conduit le régime actuel au pouvoir, il est tombé trop bas le fait de réfléchir que prendre les armes serait la solution. Bref, madame, pour chuter, en ce qui concerne les dialogues, moi, en tant qu'analyste politique, de l'Union sacrée, nous encourageons les dialogues. Que le président de la République ne fasse pas de, comment ça s'appelle, de ségrégation, de discrimination. Qui ne disent pas, bon, je veux seulement un tel et non un tel autre cas. Nous voulons qu'il puisse associer à ces dialogues tous les enfants du pays. Ceux qui vont accepter, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont refuser, mais au moins
que parmi ceux-là qui vont accepter, qu'ils puissent aussi associer Corneille Nangaa, M. Bertrand Bisimwa, parce que ce sont eux qui sèment désolation et terreur dans le Nord Kivu. Je vous rappelle, madame, en 2019 ou 20, je vais chuter par là, il y a eu dialogue à Nairobi. Le pouvoir a fait appel à tous les groupes armés. Parce que les groupes armés, on cite souvent que le M23 et l'AFC de Nangaa. Vous savez qu'il y a des groupes armés qu'on appelle les Nyatura là-bas. Il y a des groupes armés qu'on appelle ADF Nalu. Les ADF d'ailleurs qui tuent même plus que les M23. Les ADF égorgent les gens comme des chèvres sur base de rien. Moi je pense que le fait d'avoir appelé à Nairobi tous les groupes armés, mais quand les M23 sont allés, on leur a dit vous, on ne veut pas de vous. C'est ça ce qui continue jusqu'à ce jour à endeuiller la population. Si on les aurait écoutés, et quand on les écoute, peut-être ils allaient donner quelques propositions de pistes pour qu'ils puissent déposer les armes. Mais on a dit, on doit aller les cantonner dans les Maniema là-bas, et pas question de leur donner les pouvoirs, qu'ils aillent d'abord se faire cantonner, et après on va voir leurs questions après. Bon. Étant déjà en position de force, ayant déjà occupé certains territoires, ils se sont vus comme s'ils étaient déjà en position de force. Mais nous décourageons vraiment Nangaa. Nangaa doit retourner au pays. Nangaa doit demander pardon. Et que si ce dialogue aura lieu, qu'on puisse l'amnistier avec tous ces autres-là et qu'ils reviennent au pays. Et que s'il y a un petit gâteau à leur donner, qu'on leur donne. Où est le problème, madame? Alors, ce pays nous appartient à nous tous. Monsieur Fidèle, pour chuter avec cette première thématique, qu'est-ce qu'on peut retenir du dialogue de l'époque de Kabila qu'on doit impérativement copier à ce dialogue? Au temps de Kabila, le dialogue a mis fin à la guerre avec les CNDP. Le dialogue a mis fin à la guerre avec les M23. Ce qui fait que le dialogue est une bonne chose si celui-ci est fait pas dans l'intention, dans le but de partager les pouvoirs, mais dans le but de restaurer la paix et alors rien que la paix. Alors, vous pensez que d'après, on a souvent appelé Martin Fayulu comme étant un opposant têtu. Vous pensez qu'en acceptant le dialogue, lui, Martin Fayulu, sera d'accord de travailler avec le président Félix Tshisekedi? Mais dans l'ombre, on apprend que Fayulu serait déjà de notre côté de l'Union sacrée. Nous apprenons cela. Parce qu'il est-ce que cela ne ressemble pas à une trahison? D'ailleurs, madame, c'est Martin Fayulu qui est le père même du dialogue maintenant là. C'est lui qui demande ça. Pour lui, il veut un dialogue pour la paix, pour la cohésion nationale. On ne refuse pas. Martin, vous êtes les bienvenus. Mais Tikana nous, l'orgueil, qu'il essaie un peu de mettre un peu d'eau dans son vin. Est-ce que vous pensez que tous les opposants sont d'accord avec ça? Non, tous ne sont pas d'accord. Mais on peut concevoir cela comme étant une trahison de la part de Martin Fayulu alors? Non, Martin est libre de ses opinions. Bien sûr. Il n'est pas sous un carcan des autres opposants. De ces éléments à lui. Moi, je pense que actuellement, si le dialogue n'a pas encore eu lieu, ou le chapitre du dialogue, on n'a pas encore mis fin à ça, c'est pas le président de la République, officiellement, n'a pas encore pris une ordonnance qui fait appel à ces dialogues-là. Nous avons suivi la récente interview du président de la République, où il a dit que les prêtres étaient venus le voir, les prélats catholiques étaient venus le voir, pour lui demander qu'il puisse faire profil bas et qu'il puisse, afin qu'il y ait dialogue avec ses frères et sœurs. Mais le président a dit, moi je suis ouvert. Mais les amis sont un peu tacites, ils ne sont pas un peu clairs, ils prennent des décisions le matin, le soir ils changent. C'est à partir de là même que les mots, comment il a appelé? Il a considéré Katumbi borderline, le mot borderline est venu de là, donc quelqu'un qui n'a pas de position. Donc le président de la République, il est jusque-là en train de voir avec qui conjuguer pour que le dialogue puisse avoir lieu. Mais dès que le président de la République va lancer l'ego, moi je pense que les gens vont venir. C'était la même chose quand il a lancé les consultations ici. Il y avait qui disait Katumbi ne viendra pas, un tel ne viendra pas, mais on a vu même les gens de l'ancien FCC qui sont allés aux consultations. Et donc, le dialogue, madame, c'est une bonne affaire.
Mais que ce dialogue-là, comme je l'ai dit tantôt, ne soit pas un dialogue pour se disputer les postes, mais que ce soit un dialogue qui va consacrer la paix, un dialogue par lequel ou à l'issue duquel les enfants de l'Est, les déplacés de l'Est vont regagner leur champ, leur maison, leurs milieux habituels. Maintenant, la question que je suis en train de me poser, maintenant qu'il y a eu rentrée scolaire, est-ce que dans les Rutshuru, il y a eu rentrée scolaire? S'il y a eu rentrée scolaire, les enfants qui sont à Rutshuru sont dans les systèmes éducatifs congolais ou sont dans les systèmes éducatifs rwandais? Parce que nous avons suivi Corneille Nangaa récemment dire que les avions congolais ont violé leur espace. Corneille Nangaa a-t-il déjà un espace dans ce pays où il peut interdire aux avions de notre pays de ne pas survoler? Moi, je pense que Corneille Nangaa aussi doit revenir au bon sens parce qu'il commence un peu à exagérer. Je pense qu'il a le plein droit de revendiquer, mais pas en prenant les armes. Il a le plein droit d'exprimer ses sentiments, ses frustrations, mais pas par la prise des armes, parce que vous vous rappelez, madame, il y a eu plus de 200 personnes qui ont été enterrées avant-hier dans la ville de Goma. Tout ça, ce sont les résultats de ces affrontements de Corneille Nangaa et les M23 contre la République. Qui sont décédés? Vous n'avez pas entendu parler d'aucun militaire qui est décédé, mais ce sont des paisibles citoyens qui sont morts même dans les camps de déplacés. Donc, le dialogue est à encourager, mais que ce dialogue n'exclut personne. Opposition armée, société civile, opposition non armée et les camps du gouvernement, qu'on se mette autour d'une table, ayant comme facilitateurs les pasteurs. Les pasteurs, donc, on voit les prélats catholiques et les CC. Voilà ce que je peux dire. Madame, Messieurs, je signale que vous êtes sur CML13 Télévision. Passons à présent d'une thématique à une autre. Nous allons bien évidemment parler du dossier évasion des prisonniers. Monsieur Fidèle, on constate du jour au lendemain des appels internationaux. Mais est-ce qu'à l'heure où nous sommes, nous avons besoin des réactions, d'expressions, de tristesse, ou soit recourir rapidement aux enquêtes? Merci madame. Je vais souligner ici que, étant de l'union sacrée, il y a des choses qui sont noires que nous devons dire qu'elles sont noires. Et des choses qui sont blanches, nous devons dire qu'elles sont blanches. Je n'avais pas besoin d'être traqué ou d'être arrêté. Non, madame. Parce que, à présent, si on va nous arrêter parce que nous avions dit la vérité. Des choses noires madame, qu'on doit si on va nous arrêter parce que nous avions dit la vérité, nous sommes prêts d'être arrêtés. Mais je rappelle que je suis un de l'union sacrée. J'étais dans l'opposition, mais pour le moment, j'ai changé de camp. Je ne voile pas la face pour le dire. Mais là où c'est noir, nous allons dire c'est noir, madame. Comment on peut tuer les prisonniers jusqu'à ce que les vice-ministres, sans vergogne, sans honte ni crainte, viennent dire à la population qu'il n'y a eu que 2 morts. Et le même jour, dans la soirée, le VPM de l'intérieur vient nous dire qu'il y a 129 morts. Madame, 129. Regarde l'écart criant qu'il y a entre les bilans donnés par les vice-ministres et les bilans donnés par les VPM de l'intérieur. Dans les pays sérieux, les vice-ministres de la justice seraient aux arrêts maintenant. Là. Dans les pays normaux, les vice-ministres seraient aux arrêts ou à défaut aurait démissionné de lui-même. Parce qu'il a jeté une opprobre sur tout un gouvernement et sur toute une république. Ou bien, comme il n'avait pas encore des éléments, il devait se taire. Il devait avoir le courage de se taire et dire seulement à l'opinion que non, jusque-là, les enquêtes continuent. On n'a pas encore les éléments probants qui nous poussent à donner vraiment les résultats des enquêtes. Mais allez vite en besoin de dire qu'il y a eu 2 morts. En tout cas, le vice-ministre, je pense qu'il avait raté l'occasion de se taire. Voilà, ça n'a pas suffi. Il va jusqu'à dire que ce sont les magistrats qui ont fait que les gens sont morts à la prison de Makala parce qu'ils envoient les gens en prison sans raison, sans fondement. Vous avez suivi la sortie médiatique de Conseil supérieur de la magistrature qui rejette en bloc les accusations du vice-ministre. Est-ce que dans une république qui se veut sérieuse,
On peut avoir des jeux de ping-pong comme ça, là où les gens sont morts. Hein? Mais maintenant, ce sont les responsables qui commencent à s'entretuer entre eux-mêmes, à se contredire entre eux-mêmes. Et que dire maintenant de nous? Et que dire de ces familles qui ont perdu leurs enfants dans la prison de Makala? Mais notre justice continue toujours. Est-ce que notre justice continue toujours d'être basse? La justice, l'avait dit le président de la République, était malade. Mais l'on devrait quand même sentir... Pendant que Constant Moutamba était en train de chercher une thérapie de choc contre cette justice, vous avez suivi ce qui est arrivé. Intrusion dans son bureau et avec les résultats de la police scientifique, son bureau a été extraordinairement empoisonné. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Donc, si quelqu'un tente d'insuffler un vent nouveau, il faut en finir avec sa vie. C'est comme ça que le juge Yagni était mort, parce qu'il était du bon côté de la justice. Il fallait mettre fin à sa vie. Et aujourd'hui, Constant Moutamba, parce qu'il est en train de se démarquer, il est en train de traquer. Nous avons suivi le ministre, l'inspecteur général des finances, l'IGF. Comment, parce qu'il est du bon côté, il est en train de traquer les voleurs, il est en train de bien faire son travail. Il y en a d'autres qui en voulaient à sa vie, jusqu'à monter même des scénarios pour prouver à l'opinion qu'il était lui-même corrompu ou corruptible. Moi, je pense que la justice de notre pays jusque-là n'a pas encore trouvé les médicaments. Parce que s'il y avait médicaments, le ministre de la Justice n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et s'il y avait vraiment une bonne justice, les vice-ministres de la Justice seraient en prison en ce moment. Parlons maintenant de l'évasion. Madame, avec les images que nous avions vues, apparemment, les prisonniers sont à l'intérieur de la prison. Donc, ceux qui sont tués, ceux qui sont lynchés, ne sont pas en dehors de la prison. Pour dire qu'ils voulaient fuir, maintenant, les gardes ont fait une répression sanglante contre cette fuite-là. Mais on constate qu'ils sont à l'intérieur. Que ceux-là qui sécurisent la prison sont des prisonniers. Madame, est-ce que quelqu'un peut fuir la prison, peut s'évader de la prison étant à l'intérieur de la prison? Donc, s'il y avait évasion de la prison, les corps sans vie là, on devait les voir en dehors de la prison. C'est-à-dire, ils tentaient de s'enfuir, on tire dessus. Ils tentaient de s'enfuir, on tire dessus. Mais toute cette marmaille de gens dont on a vu les corps gissant sur le sol était à l'intérieur de la clôture de la prison. Maintenant, comme les enquêtes continuent, nous, il est difficile de donner vraiment avec objectivité une opinion positive. Nous laissons à la justice aux organes qui sont compétents, qui continuent à faire les enquêtes, mais ce que nous condamnons vraiment ces massacres de personnes qui ne sont pas armées, hein, et pour réprimer. On pouvait même tirer dans les jambes, n'est-ce pas? On tire les jambes. Pas de sommation vraiment comme nous l'avions vu. Vraiment, nous déplorons avec la dernière énergie. Nous condamnons et nous voulons que les responsabilités soient établies afin que ceux qui sont impliqués de loin ou de près soient déférés devant la justice et que la justice puisse faire son travail. Alors, que doit-on mettre en place comme stratégie pour prévenir de tels incidents à l'avenir, M. Fidèle? Merci beaucoup. Madame, je vous informe que je ne sais pas si vous avez déjà été à la prison de Makala. Moi, j'ai déjà été là. J'y ai fait 1 mois. J'étais détenu là-bas. Il y avait un homme fort qui m'avait fait garder là pendant 1 mois. Tout ce que Stani Boujakera a décrit, c'est ça la vie dans la prison de Makala. Je suis de l'Union sacrée, mais je ne peux pas à ce sujet-là dire que non, Stani avait menti. Non. Les gens souffrent là-bas. Les gens dormaient à même les sols, dans les couloirs. Vous voyez? Et les conditions, avec des conditions infra-humaines dans la prison de Makala. On nous dit que cette prison était construite en 1956, je pense, avec comme capacité 1500 personnes. Mais aujourd'hui, il y a plus de 16 000 hommes. Plus de 16 000 hommes. Une prison de 1500, 16 000 hommes. Maintenant, les 16 000 là dorment où?
ils mangent quoi? À Makala, si vous n'avez pas de moyens, des gens comme nous, vous ne pouvez pas faire un jour, vous allez mourir. Il faut avoir on peut avoir aussi un tel projet pour essayer de construire. Voilà, c'est pour ça que Moutamba est en train d'être traqué, parce qu'il avait déjà un projet du désengorgement de la prison. Nous avons suivi récemment des libérations de certains prisonniers, n'est-ce pas? On a suivi, et ça c'était qu'une première vague, et ça devait s'en suivre. Mais on veut mettre fin à ces rêves-là. Deuxième résolution que le ministre de la Justice avait trouvée était de délocaliser la prison et faire une nouvelle construction d'une nouvelle prison qui pouvait au moins répondre à la surpopulation carcérale de la prison de Makala. Parce que si une prison a été construite pour 1500 et qu'on y trouve 15 000 hommes, vous pouvez imaginer que les gens peuvent mourir même de la promiscuité parce qu'il n'y a pas moyen de respirer, il n'y a pas moyen vraiment de se détendre. Mais M. Fidèle, on a ces genres de projets de construction qui commencent et puis qui s'arrêtent en chemin. Là, il y a la construction avec Moutamba, on sentait dont les travaux se sont carrément arrêtés. Que dire maintenant de la construction d'une prison? Vous avez parfaitement raison, madame. Mais avec Moutamba, le ministre d'État Moutamba, nous voyons en lui la bonne volonté de faire les choses. Avec les petits moyens à sa disposition, nous l'avons vu vraiment à l'œuvre. Cette bonne volonté n'est pas du populisme. Et les gens qui en veulent... Cette bonne volonté n'est pas du populisme, M. Fidèle? Je ne pense pas. Pour lui, ce n'est pas du populisme parce qu'il est vraiment pragmatique. Nous avons vu de l'eau de matelas qu'il a amené en prison pour éviter que les gens ne dorment plus à même le sol. Nous avons vu des conteneurs de vivres qu'il a amenés là-bas. Nous avons vu les désengorgements des prisonniers détenus, des gens qui sont en prison pour avoir volé 1000 francs, pour avoir volé un téléphone, alors qu'il y a des voleurs qui vacillent ici dans la ville. Et le président de la République a dit que comme ils sont des pères de famille, comme ils sont des responsables, on doit éviter de jeter de l'opprobre. Ah, président de la République, vous nous mettez en difficulté, nous qui sommes vos communicateurs. Quand vous défendez les gens qui volent, les gens qui détournent l'argent de la République. C'est parce que le président de la République, à ce niveau-là, je n'ai pas été d'accord avec lui. À censer les gens qui détournent les fonds de la République. Vous vous rappelez, il avait fait pour Vital Kamerhe à Goma. Il dit que Vital Kamerhe aurait encore une tâche noble, beaucoup de choses qu'il va accomplir, et ça n'a pas tardé. Il a été innocenté, il a été promis VPM. Et voilà, nous sommes en train d'apprendre que M. Nicolas Kazadi serait le prochain gouverneur de la banque. Nous l'apprenons qu'il serait. Maintenant, on se pose la question. Si quelqu'un était capable de nous vendre un forage à 500 000 $, alors qu'il est maintenant dans la chambre où on garde de l'argent. Donc, ça sera un transfèrement indescriptible des fonds publics de l'État. D'où, je reviens sur la question qui m'était posée. Sur la stratégie qu'on donne la chance au ministre d'État Moutamba. Qu'on lui donne la chance pendant ces 5 ans. C'est un jeune qui a la vision. Et avec lui, nous pensons que ces deux éléments, le désengorgement de la prison et la construction d'une nouvelle prison centrale, où on va la délocaliser de Bumbu ici et l'amener un peu loin de la ville. Je pense que ce sont les deux solutions idoines qui peuvent aider à mettre fin à cette surpopulation carcérale à la prison de Makala et d'Indolo. Voilà ce que je peux dire par rapport à cet incident malheureux qui a frappé la population quinoise en début de cette semaine, en ce début du mois de septembre. Alors, lentement, mais également sûrement, vers la fin de cette émission Interface du 5 septembre 2024. Nous allons finir, M. Fidèle, avec cette thématique sur le bilan des 100 premiers jours du gouvernement souminois. Qu'est-ce qui a été fait de concret jusque-là et qu'est-ce qui doit rapidement se faire? Qu'est-ce qu'on doit rapidement prioriser? Nous devons retenir, madame, que le gouvernement souminois, c'est un gouvernement des aventuriers d'abord. La plupart, il y a des aventuriers parce que
sur 54, il n'y a jusque-là que 4 ministres qui font parler d'eux-mêmes, de par leurs actions. J'ai parlé du ministre d'État à l'Agriculture, l'ingénieur Grégoire Moutchaïl, qui est en train d'impulser des réformes extraordinaires et dont dans les prochains jours à venir, si on met à sa disposition les moyens de sa politique, nous allons vivre ce qu'on n'a jamais vécu dans ce pays sur les plans dans les secteurs agricoles. Nous citons le ministre d'État à la justice. Là d'ailleurs c'est l'homme du terrain. Celui-là fait parler de lui-même avec des actions concrètes. Et on peut citer le ministre des Finances aussi, tant soit peu, qui est en train quand même de corriger les erreurs de son prédécesseur. Et enfin, on peut légèrement citer aussi le vice-premier ministre de la fonction publique. Les autres, madame, sont à faune et on ne sait même pas. Il y a des ministres d'ailleurs qu'on ne sait pas s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Vous avez suivi le scandale qui a eu lieu la semaine passée avec la ministre de la Jeunesse. Oui. Vous avez suivi ça? Vraiment, un ministre ou une ministre comme celle-là, qu'est-ce qu'elle devait faire d'elle-même? C'est démissionner, non? Vous faites venir les gens de partout en Afrique. Ils sont déjà dans les hôtels à Kinshasa. À 3h du matin, du jour de la manifestation, vous annulez, vous décommandez la manifestation. Ça, c'est quelle façon ça de voir les choses? C'est quelle façon ça de donner, de jeter de la honte, de l'opprobre à toute une république? Et si moi j'étais président de la République, le matin, il y a une ordonnance de révocation de cette dame-là. Parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Donc, en ce qui concerne les 100 premiers jours, d'une manière générale, Madame la Première ministre est en train de se débattre comme un diable, mais malheureusement, son casting n'a pas été vraiment à la hauteur, excepté le ministre dont je viens de citer, à l'agriculture, à la justice, aux finances et à la fonction publique. Tout le reste, ils font l'ombre d'eux-mêmes. Donc, les 100 premiers jours, d'une manière générale, on peut dire que c'est un échec patent. Je m'excuse. C'est un échec criant. Et je suis en train de voir que si Madame la Première ministre ne prend pas des mesures qui s'imposent, nous avons appris qu'il va coter. Nous lui suggérons de faire des cotations publiques à la radio-télévision nationale congolaise qui est des cotations publiques. On appelle par exemple Patrick Mouyaya, 2 sur 10. On appelle par exemple Jean-Lucien Boussa, 3 sur 10. Julien Paloukou, 3 sur 10, devant la télévision nationale. Et je suis en train de suggérer que pour les gouvernements à venir, qu'on commence à faire un appel d'offres. Qu'on recrute. Je prends par exemple le DG Louis France de cette télévision. Si on recrutait objectivement, il ne peut pas passer ministre de la Justice. Et il peut très bien faire son travail. Il peut bien apporter une touche. Là, vous parlez d'un essai, alors? Pas un essai. J'ai dit qu'on fasse un recrutement sur concours. Okay. Sur concours. Donc, on lance les recrutements qu'on veut recruter les ministres dans 54 portefeuilles et autant de vice-ministres. Mais est-ce que ce n'est pas beaucoup demandé, M. Fidèle? Je vous dis, madame, tant qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là, si on continue à nommer les gens selon les considérations tribalo, ethnico, socio, linguistico, hein? Mais il paraît qu'on nomme tant qu'on continue aussi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les gens, les chefs de regroupement et de formation politique envoient les gens pour être nommés selon les affinités et selon les tempéraments. Mais si on veut vraiment une nouvelle classe politique, aguerrie, comme je vois le duo Ousmane Sonko avec le président Faye, vous sentez que ce sont des gens... j'ai suivi une phrase du président Faye, il dit qu'on enlève toutes les photos. Toutes ces photos dans tous les bureaux et que chacun mette les photos de sa femme et de ses enfants pour que quand vous regardez la photo de ta femme et de tes enfants, quand tu veux voler l'argent de l'État, tu dises si je prends l'argent ici, je vais laisser ma femme et mes enfants et je vais aller croupir
en prison. Vous comprenez les gens qui réfléchissent? Les gens qui réfléchissent nation, qui réfléchissent État, qui réfléchissent pays. Mais les autres ne sont là que pour voir leurs propres intérêts. Donc, si la première ministre, comme il l'a dit, elle veut faire une cotation, nous voulons que la cotation soit objective. À la radio-télévision nationale congolaise, qu'on cite nommément, nom par nom, avec les cotes, les pourcentages. Mouchaïl, 70%. Moutamba, 80%. Doudou Famba, 65%. Ainsi de suite. Jusqu'à arriver à Ganagato, la dame là, qui aura peut-être 0,1%. C'est ça ce que nous on suggère. Sinon, de manière générale, madame, les 100 premiers jours du gouvernement souminois, est-ce que vous savez que jusque-là, les membres de leur cabinet ne sont pas installés? Maintenant, comment un cabinet peut fonctionner s'il n'y a pas de membres du cabinet? Qui traite les dossiers? Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de dossiers connaissent ce qu'on appelle la lenteur administrative. Parce qu'il y a des dossiers qui seraient peut-être orientés chez les conseils administratifs qui n'est pas encore là. Et nous avons suivi par le passé notre CG Augustin Kabouya de l'UDPS dire que qu'on attende les listes de se recommander afin que l'on nomme les membres du cabinet. Alors, dans quel pays les choses peuvent se passer comme ça? 100 jours, 3 mois, les ministres sont installés, mais bloqués par un individu parce qu'on doit attendre ces listes pour que ces recommandés soient nommés dans tel ou tel autre cabinet. Un gouvernement d'aventuriers, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est vous, monsieur Fidèle. La plupart, j'ai dit, la plupart des membres du gouvernement souminois sont des aventuriers. Voilà, alors... Parce qu'ils font l'ombre d'eux-mêmes, sauf 4 que j'ai cités qui font un peu parler d'eux-mêmes de par les actions qu'ils sont en train de mener sur terrain. Alors sur ceux-là qui jusque-là ne sont pas à la hauteur, doivent être appelés à démissionner ou à démissionner ou à être révoqués, madame. Il n'y a pas à se voiler la face. Si vous ne faites pas le travail, si vous ne parvenez pas à rencontrer les aspirations de la population, qu'est-ce qu'on doit faire de vous? Vous devez démissionner. Bon, malheureusement, dans notre pays, la culture de la démission n'existe pas. Bon, mais le président de la République ou la première ministre devait les obliger ou les pousser à la démission. Parce que nous ne sentons jusque-là rien, alors rien. Dans les 54 ministres, si tu prends 4 qui font parler un peu d'eux, donc il y a 50 ministres qui font ombre d'eux-mêmes. Donc, d'une manière générale, la cotation est pas même assez bon, elle est médiocre. Voilà ce que je peux vous dire. Ainsi donc prend fin cette émission. Monsieur Fidèle, vous allez conclure l'émission en 1 minute et ensuite nous allons nous dire au revoir. Je vais conclure en disant ceci. Pour la première chose, nous encourageons le dialogue, mais que le dialogue ne puisse pas exclure les uns contre les autres. Nous appelons le gouvernement souminois à financer le secteur agricole, à donner des moyens, beaucoup d'argent dans ce secteur pour que désormais on n'importe plus le riz, la farine et beaucoup d'autres denrées alimentaires. Et en fait, madame, je vous remercie pour l'invitation. Et merci à CML 13 et à toute l'équipe dirigeante et particulièrement à l'excellentissime DG Louis-France qui est en train d'abattre un travail de titan qui dépasse tout entendement humain. Merci beaucoup. Merci M. Fidèle, c'était un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Et merci à vous également de nous avoir suivis. On espère bien vous avoir très prochainement, Monsieur Fidèle. Merci beaucoup. Et volontiers. Quant à nous, on se retrouve très prochainement avec un autre invité, mais également d'autres thématiques. Quant à moi, je me souhaite tout le bonheur du monde, de santé, de prospérité, mais également de longévité. Merci beaucoup. C'est votre anniversaire. Oh, joyeux anniversaire.